Bonjour, et bienvenue dans Chroniques étranges, le podcast qui explore les frontières de l'inexplicable et du terrifiant. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une histoire sombre et troublante qui a ébranlé un petit village reculé de la campagne française. Un endroit où le quotidien semblait rythmé par la quiétude des champs et des forêts. Jusqu'à ce qu'une série d'événements inexpliqués vienne bouleverser cette tranquillité. Nous sommes en 2004, dans le village de Saint-Alban, niché au creux de la forêt de la Double, en Dordogne. Un lieu si isolé que son nom n'apparaît même pas sur toutes les cartes. Ici, le temps semble s'écouler plus lentement, au rythme des saisons et des coutumes d'antan. Mais cette année-là, ce village d'ordinaire si paisible va devenir le théâtre d'une série de disparitions mystérieuses qui hantent encore ses habitants aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire de disparition. Oh non, ce que je vais vous raconter est bien plus qu'un simple fait divers. C'est une plongée dans l'horreur, une exploration des recoins les plus sombres de l'âme humaine et des légendes oubliées. Certains diront que c'est une histoire de folie, d'autres y verront l'œuvre du surnaturel. Mais une chose est sûre, cette histoire ne vous laissera pas indemne. Fermez les yeux. Imaginez-vous dans ce petit village isolé, entouré par une forêt épaisse et silencieuse. Les habitants se connaissent tous. Ils partagent les mêmes histoires au coin du feu, les mêmes craintes murmurées à voix basse. Et pourtant, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Personne n'aurait pu imaginer la terreur qui allait s'abattre sur eux. Tout commence donc en 2004, dans le petit village de Saint-Alban, niché au cœur de la forêt de la Double. Un endroit si reculé que peu de gens en ont entendu parler. Pourtant, cette année-là, le nom de Saint-Alban allait faire la une des journaux régionaux. Le 14 octobre 2004, un fermier du village, Marcel, constate la disparition de son chien, un berger allemand nommé Titus. Marcel cherche partout dans les bois. Il appelle son chien à travers les champs. Mais Titus reste introuvable. 2 jours passent, et Marcel commence à perdre espoir. Il parle de la disparition de Titus à ses voisins, qui, à leur tour, se mettent à le chercher, pensant que le chien s'est peut-être simplement égaré. Mais sans succès. Ce n'est que le début de ce que les habitants appelleront plus tard la malédiction de Saint-Alban. Les semaines passent, et d'autres animaux commencent à disparaître. Un chat, 2 chèvres, puis une vache. À chaque fois, les bêtes semblent s'évaporer, sans laisser la moindre trace, ni corps, ni empreinte. Les habitants commencent à parler. La peur s'installe lentement. Mais la situation prend une tournure encore plus sombre en décembre 2004, lorsque c'est au tour d'un enfant de disparaître. Jérémy, un garçon de 9 ans, est porté disparu alors qu'il rentrait chez lui après l'école. Ses parents, affolés, contactent immédiatement la gendarmerie. L'affaire est confiée à un gendarme local, Jamel. Ce dernier est particulièrement touché par ces malheureux événements. Il a grandi dans ce village et connaît chacun des habitants. Il lance les recherches. Toute la communauté se mobilise par solidarité et même des renforts venus des villages voisins s'y joignent. Les bois sont fouillés, les rivières sondées, mais le petit Jérémy reste introuvable. L'affaire prend alors une tournure nationale, et les médias s'emparent de l'histoire. Les autorités envisagent toutes les hypothèses. Une fugue, un enlèvement, un accident. Mais aucune piste sérieuse n'émerge. Les jours passent, puis les semaines, et toujours aucun signe de Jérémy. La famille de l'enfant commence à perdre espoir et à se morfondre. À Saint-Alban, les rumeurs vont bon train. Certains parlent d'une bête sauvage. Un loup peut-être. Mais une autre théorie plus sinistre commence à circuler. Celle d'un prédateur humain. Certains villageois, méfiants, commencent à soupçonner un des leurs. Un homme solitaire, un peu étrange, qui vit à l'écart du village, dans une vieille maison délabrée. Il s'appelle Robert. Toujours vêtu de vieux vêtements,
il passe ses journées à errer dans la forêt, à ramasser du bois mort ou à réparer ses clôtures. Il parle peu, et quand il le fait, ses propos sont souvent incohérents. Les enfants l'évitent, le surnommant même le fou du village. Un soir, lors d'une réunion informelle au café du village, plusieurs habitants évoquent la possibilité que Robert soit impliqué dans les disparitions. Après tout, il est toujours là où les événements se produisent, et son comportement étrange ne fait qu'alimenter les soupçons. Jamel, le gendarme, interroge Robert. Mais il nie toute implication, et aucune preuve tangible ne peut le relier aux disparitions. L'hiver 2005 est rude, avec des températures glaciales et de fortes chutes de neige. Saint-Alban est presque coupé du monde, les routes étant difficilement praticables. Et pourtant, les disparitions continuent. 2 autres enfants disparaissent, à quelques semaines d'intervalle, toujours sans aucune trace. Cette fois, la panique s'empare du village. Les habitants barricadent leurs maisons, n'osent plus sortir après la tombée de la nuit, et les enfants ne vont plus à l'école. Les autorités, sous pression, décident d'intensifier les recherches et d'envoyer des enquêteurs spécialisés. Des battues sont organisées. Des chiens pisteurs sont déployés. Mais une fois encore, les recherches ne donnent rien. L'atmosphère dans le village est devenue irrespirable. Chacun suspectant son voisin, redoutant d'être le prochain à perdre un proche. Nous sommes en mars 2005, et Jamel est désespéré. Il a tout essayé pour élucider cette affaire. Ou presque. Il se souvint d'une autre théorie qu'il avait entendue au café. Une théorie bien moins tangible, tant elle semblait improbable. Mais il ne pouvait s'empêcher d'y songer. Il avait en effet entendu Sarah, la bibliothécaire, parler à voix basse d'une entité malfaisante qui habiterait la forêt. On raconte qu'il y a de ça des centaines d'années, il y avait une série de meurtres. Tous les cadavres avaient été retrouvés, tout près d'un autel sacrificiel dans la forêt. Les légendes racontent que ces horribles événements avaient été orchestrés par cette entité maléfique. Jamel se rendit donc à la bibliothèque, d'un pas lourd, mais incertain. Il demanda à Sarah si elle pouvait le mener à cet hôtel où les corps avaient été retrouvés. Sarah se dirigea vers la bibliothèque et prit un livre intitulé « Le Maître des Bois ». Elle le feuilleta afin d'y trouver des détails sur ce lieu. La plupart des pages étaient déchirées ou même brûlées. Cela ressemblait plus à un grimoire ésotérique qu'autre chose. Par chance, l'une des seules pages en bon état était celle de la cartographie des lieux. Elle est difficilement compréhensible, mais Sarah pense pouvoir y emmener le gendarme. Ce qu'elle fit. Ils traversèrent tout de la forêt de la Double, jusqu'à arriver à un endroit très reculé, à la limite de la forêt, près d'une rivière. Ils se mirent à chercher. Puis Jamel souleva un amas de débris et de branches, qui se révéla être un charnier improvisé. Sous les débris, il trouva les corps des animaux disparus, horriblement mutilés. Mais ce qui leur glaça le sang, c'était la présence d'ossements humains. L'identification est difficile, mais il est clair que ces restes appartiennent à Jérémy, le premier enfant disparu. Cette découverte macabre pousse le gendarme à se renseigner davantage sur la légende liée à cet hôtel. Il alerta immédiatement les autres enquêteurs. Il ne dormit pas de la nuit. Il la passa à faire des recherches plus poussées sur internet sur le Maître des Bois. Après de longues heures, il trouva finalement que la série de meurtres qui s'était passée des centaines d'années auparavant avait été orchestrée par une secte qui vénérait la fameuse entité maléfique qui sommeillait dans les bois. Puis il remarqua sur l'une des photos du site internet en question des signes et symboles qui ressemblait étrangement à ceux présents sur la porte de la maison de Robert. Après tant de temps, Jamel a enfin une piste. Au petit matin,
il en alerta les autres enquêteurs. Robert étant le seul suspect, il est immédiatement placé en garde à vue, et les gendarmes fouillent sa maison de fond en comble, grâce à un mandat de perquisition accordé par le juge lui-même, qui y voyait là la seule petite chance de trouver enfin une piste et d'apaiser les médias. C'est dans la cave que l'horreur se révèle pleinement. Les murs sont couverts de dessins et de symboles incompréhensibles, griffonnés avec du charbon, et parfois ce qui semble être du sang. Ces inscriptions semblent former des invocations ou des prières destinées à une entité inconnue. Au milieu de la pièce, un vieux carnet, sale et abîmé, attire l'attention des enquêteurs et de Jamel. Il ressemblait vaguement à celui de la bibliothèque. Il contient des pages et des pages de textes incohérents, mêlant prières délirantes et récits de sacrifices rituels. Robert, interrogé par les enquêteurs, est d'abord silencieux, le regard vide, comme absent. Mais progressivement, il commence à parler, à murmurer des bribes d'histoire. Il raconte que tout a commencé quelques années auparavant, lorsqu'il a découvert un ancien hôtel en pierre enfoui dans la forêt, à proximité de la rivière. Cet hôtel, selon lui, était un lieu de culte oublié, dédié à une entité qu'il appelle le Maître des Bois. Robert explique qu'à partir de ce moment, il a commencé à entendre des voix. Au début faibles, puis de plus en plus insistantes, qui lui donnaient des instructions. Ces voix, dit-il, lui parlaient de la fin du maître, de son besoin de sacrifice pour continuer à protéger la forêt et les terres environnantes. Au fil des jours, les enquêteurs reconstituent peu à peu le cheminement de Robert vers la folie. Homme autrefois solitaire mais inoffensif, il avait toujours vécu à l'écart, préférant la compagnie de la nature à celle des hommes. Mais après cette découverte de l'hôtel, son comportement avait commencé à changer. Il se sentait investi d'une mission. Celle de protéger la forêt en accomplissant des rituels que les voix lui dictaient. D'abord, il a commencé par capturer et sacrifier de petits animaux, pensant apaiser ainsi la créature qui, selon lui, veillait sur les lieux. Mais rapidement, les voix ont exigé plus. Elles lui disaient que les petits sacrifices n'étaient plus suffisantes. Elles le suppliaient de leur offrir des êtres plus grands, plus purs. Robert, déjà instable, s'est convaincu qu'il n'avait pas le choix. Il pensait qu'en obéissant aux voix, il éviterait la colère du Maître des Bois, qui, selon lui, aurait pu déclencher des catastrophes naturelles ou semer la mort dans tout le village. C'est ainsi qu'il en est venu à se prendre aux enfants. Il les attirait avec des promesses d'aventure dans la forêt, là où il disait connaître des endroits secrets. Une fois isolés, il les emmenait près de l'autel et exécutait des rituels de sacrifice. Robert décrit ces moments avec une froideur terrifiante, comme s'il n'était plus lui-même, comme s'il avait agi sous l'emprise d'une force extérieure. Les enquêteurs, horrifiés par les récits de Robert, décident de se pencher sur l'histoire de cette entité qu'il appelle le Maître des Bois. Ils consultent des historiens locaux et des archives, grâce notamment à Sarah, essayant de trouver une trace de ce culte mystérieux. Ils découvrent que la région de Saint-Alban est entourée de légendes anciennes datant de plusieurs siècles. Une d'elles en particulier parle de ce fameux esprit de la forêt, une créature ancienne vénérée par les druides. Cet esprit, appelé le gardien des arbres, ou encore le maître des bois dans certaines versions, était censé protéger la forêt contre les intrus en échange de sacrifices. Les sacrifices, selon la légende, devaient être des offrandes de sang, versées pour garantir les récoltes abondantes et une forêt florissante. Au fil du temps, cette pratique aurait disparu, supplantée par le christianisme et les nouvelles croyances. Mais certains symboles anciens, comme ceux retrouvés dans la cave de Robert, semblent corroborer l'existence de ces rites. Les historiens expliquent que les peuples anciens croyaient que si les sacrifices s'arrêtaient, le maître des bois se vengerait en répandant la maladie et la mort sur ceux qui l'avaient abandonné. Ces histoires, bien qu'oubliées par la plupart des gens, auraient pu ressurgir dans l'esprit fragile de Robert, attisant ses délires. Lorsque l'affaire est portée devant les tribunaux, les psychiatres qui examinent Robert concluent qu'il souffre de graves troubles mentaux, exacerbés par son isolement et sa fascination pour les légendes locales.
Il est diagnostiqué schizophrène paranoïde, ayant perdu tout contact avec la réalité au point de se persuader qu'il était un serviteur d'une ancienne divinité. Robert est jugé et déclaré pénalement irresponsable de ses actes. Il est interné à vie dans un hôpital psychiatrique, mais le traumatisme qu'il a laissé à Saint-Alban ne disparaîtra jamais. Le village, désormais marqué par ses pertes tragiques, continue de vivre dans l'ombre de cette histoire. La plupart des enfants ont même été interdits d'approcher la forêt par leurs parents. Les anciens de Saint-Alban racontent parfois qu'on peut encore entendre des murmures dans la forêt, des voix qu'ils semblent appeler. Peut-être les échos des rituels de Robert, ou peut-être autre chose. Le maître des bois, même après la disparition de son dernier adorateur, semble garder un œil sur Saint-Alban. L'histoire de Robert et de Saint-Alban est un exemple effrayant de la façon dont des croyances anciennes, oubliées par la plupart, peuvent ressurgir et conduire des esprits fragiles à commettre l'irréparable. C'est une histoire qui nous rappelle que, parfois, les pires monstres ne sont pas ceux que l'on trouve dans les légendes. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Chroniques étranges. Si vous pouviez prendre 2 secondes de plus de votre temps pour mettre des étoiles à ce dernier sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, je vous en serais hyper reconnaissant. Pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi ça me permet vraiment de m'encourager pour la suite. En tout cas je vais tenter de garder le rythme d'un épisode toutes les 2 semaines si je vois que mes histoires vous plaisent. Les 2 premiers épisodes ont fait plus de 200 écoutes en un peu plus de 2 semaines. Je suis vraiment super content, ça me motive à poursuivre. Merci encore. Je pense m'essayer au format vidéo. Avec des illustrations, je me dis que cela pourrait être encore plus immersif. Alors ça risque de prendre également pas mal de temps, mais je poursuivrai les formats audio parce que j'adore les produire. Voilà, j'arrête mon blabla. Et merci encore. J'ai déjà commencé la rédaction du script du 4e épisode. Je vous donne rendez-vous dans 2 petites semaines. Alors je vous dis à très vite, et merci encore. Restez sur vos gardes. Car parfois le passé ne reste pas enterré et certaines histoires ne demandent qu'à être réveillées.